Châteauroux pour débuter cette campagne européenne. Donc en tant que test de liste de la région, de l'Euro-région, en fait Limousin, Auvergne et Sambre. Et donc j'ai 9 autres colistiers qui vont être annoncés probablement dans les 10 jours qui viennent, compte tenu des délais administratifs. Donc ils sont en train d'être élaborés, donc avec la parité bien entendu femmes-hommes. Donc c'est en train de se mettre en place. Nous lançons le thème général de la campagne, et mon choix a été plutôt la région centre, enfin le centre de la France. J'avais aussi l'opportunité de prendre la tête de liste dans la région ouest. Pourquoi? Parce que c'est une région extrêmement rurale, territoire rural, le creuset de la France, hein, pour employer le terme adapté. Et j'ai considéré que en fait, c'était une représentation parfaite de ce qu'étaient en train de vivre les Français au fin fond, donc les territoires ruraux, des campagnes. C'est cette souffrance sociale, ce manque de cohésion par rapport aux villes, ce véritable clivage qu'il y a aujourd'hui entre les villes et les campagnes. Et j'ai justement voulu m'investir et m'engager dans cette campagne, dans cette région-là. J'aurais pu le faire ailleurs, mais j'ai souhaité le faire là. Alors, je suis au front depuis pas mal de temps actif déjà, mais dans l'ombre. J'étais, je suis toujours en activité. Je suis économiste et financier dans une institution financière française, dont je tairai le nom par égard de mon employeur, on va dire, la neutralité. Je suis le rédacteur du programme économique du Front National depuis 2007-2008. Donc le grand virage économique et social pris par le Front National depuis après les présidentielles de 2007, j'en suis en grande partie responsable. Donc le virage économique et social, en plus de l'aspect identitaire, de l'aspect insécurité connu déjà depuis longtemps au Front National. Donc c'est cette deuxième jambe qui nous manquait, on va dire, un petit peu. Mais comme on avait vu et anticipé la crise que nous vivons déjà depuis 5 ans, dès les années 2005, il m'a semblé intéressant quand même de venir au front et d'apporter ces éléments-là. Alors, d'où le programme économique basé sur le patriotisme économique, sur le protectionnisme intelligent, en vue de mettre la France à l'abri contre cette crise mondiale qui ne fait que débuter malheureusement, et contre laquelle nous voulons mettre en place un bouclier, de par déjà la crise, mais aussi par rapport à l'Union européenne, qui pour nous représente un danger mortel pour l'avenir de la France et des Français, car ils sont en train de préparer des projets que je qualifierais moi de dément. Après 20, 25 ou 30 ans de libre-échange, là maintenant ils veulent mettre en place un traité transatlantique avec un marché de libre-échange entre les États-Unis, le Canada et l'Union européenne, qui va complètement broyer l'agriculture française. On peut considérer même qu'il y a une programmation, la disparition programmée de l'agriculture française, compte tenu des conditions qui vont nous être imposées dans ce prochain futur transatlantique, qui est négocié, entre parenthèses, dans le plus grand secret. Est-ce que vous en entendez parler? Est-ce qu'il y a des débats publics là-dessus? Tout ça est traité en catimini au niveau de la Commission de Bruxelles, et nous allons subir les affres de l'agriculture américaine, avec des fermiers américains qui sont 10 fois plus gros que les fermiers français. Et donc, comme je vous le disais, c'est la fin programmée de l'agriculture française ancestrale que nous connaissons tous. Donc, déjà qui souffre beaucoup au niveau des revenus agricoles, notamment les éleveurs, on craint le pire. Donc, quelque part, je viens dans cette région pour faire une déclaration d'amour au monde agricole, et à Bruxelles pour faire une déclaration de guerre donc au traité transatlantique que nous estimons être un péril mortel pour la France et l'agriculture française. Au-delà de ça, on a d'autres périls qui nous menacent. C'est la directive des travailleurs détachés qui a commencé à se mettre en place, d'où la déferlante qui probablement va pas tarder à arriver, donc de travailleurs roumains, bulgares, peut-être demain ukrainiens, voire turcs, puisqu'ils ont bien l'intention, à notre avis, donc, de faire entrer l'Ukraine et la Turquie dans le processus d'intégration et d'élargissement de l'Union européenne. On a 28 pays,
je suis persuadé qu'ils vont vouloir encore augmenter le nombre de pays dans l'Union européenne. Donc voilà un petit peu ce qui se trame. On a l'intention d'être un maximum de députés européens, un Front National au Parlement européen, pour être les avocats et les défenseurs des Français, pour tenter également de constituer un groupe parlementaire avec nos alliés des autres pays, les autres partis patriotes qui sont les autres pays. On a déjà beaucoup d'alliances et de rapports avec eux. Je pense aux Pays-Bas, je pense à la Belgique, je pense à l'Autriche, je pense à l'Italie. Donc il y a déjà des alliances qui ont été nouées. Et sachez que pour constituer un groupe parlementaire, il faut 25 députés minimum et 7 nationalités différentes. Donc on est en train de constituer ces alliances-là, et on espère bien pouvoir monter un groupe parlementaire. 7 pays. 7 pays minimum. Et 25 députés minimum. Au sens large. Voilà donc nos intentions. L'objectif, bien entendu, c'est de défendre les intérêts de la France, que nous considérons comme atteints au niveau de son avenir, au niveau des Français, et rétablir, bien entendu, tenter, par notre représentation au Parlement européen, de faire des propositions d'une réorientation de cette Union européenne fédéraliste, ultralibérale, mondialiste, dont on voit les désastres qui ont été faits depuis 25 ans, puisque aujourd'hui le chômage a explosé dans toute l'Europe, il y a une paupérisation des citoyens, l'euro est en train, parlons-en parce que c'est quand même aussi un fléau terrible, c'est l'euro est en train de tuer notre industrie, est en train de tuer l'emploi en France. Nous sommes proches des 6 millions de chômeurs, quasi-chômeurs maintenant, réels, puisque les chiffres officiels c'est 3,3 millions, mais dans la réalité c'est pas loin de 6 millions de chômeurs. Et en tant qu'économiste, moi je vous le dis, nous en reparlerons, puisque de toute façon l'inversion de la courbe du chômage est loin de survenir. Et bien au contraire, je vous annonce officiellement ici qu'en tant qu'économiste, la courbe du chômage va être exponentielle. Sachez qu'en Grèce, le taux de chômage est à 27% en réel. Dans la moyenne de la zone euro, c'est 12%. Donc dans les années qui viennent, il y aura probablement en France une montée très importante du chômage. Si, bien entendu, ce modèle économique ultralibéral continue à être appliqué. Voilà, donc on va se battre contre tout ça. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit représenté de manière massive au Parlement européen. Et en tout cas, c'est notre souhait. Alors, je dois vous confesser que Louis Alliot n'a pas pu venir aujourd'hui, malheureusement, et grand regret. Pourquoi? Parce qu'il a eu un impératif diplomatique. Marine Le Pen et Louis Alliot... Non. Ont été invités en Russie à faire une intervention à la Douma vendredi et samedi, et donc il n'avait pas le temps matériel, malheureusement, comme les invitations étaient parties. Donc d'être présent aujourd'hui. Donc il doit débarquer, je pense, dans la journée de Russie. Voilà. Donc je tenais à m'excuser en son nom. Et en défaut, mais pas forcément, vous n'y perdez pas de change, j'ai demandé à notre ami Jean-Yves Narquin, qui est le seul maire réélu du Front National, de venir... Pas difficile d'être le seul élu, puisque j'étais le seul sortant. C'est ça, voilà. De venir me soutenir dans cette journée-là, pour venir aussi d'abord apporter un peu son expérience vécue en tant que maire, dans son premier mandat, et me raconter rapidement comment il a fonctionné, et surtout vous dire qu'il vient de l'UMP. Donc vous voyez qu'il y a des transferts gaullistes. Voilà, donc je laisse la parole à Jean-Yves. Tout à fait. Bah, c'est un vrai plaisir. Avant que vous ayez des questions, peut-être après. Oui, ça peut être beaucoup plus informel, ça peut être sous forme de questions. Donc effectivement, moi je suis maire de Villedieu-de-Château depuis maintenant 2008. J'ai décidé d'apporter mon parrainage à Marine Le Pen au moment de l'élection présidentielle, puis ensuite d'être candidat aux élections législatives du Rassemblement Bleu Marine. Et à l'époque, tout le monde a considéré que c'était une forme de suicide politique. On me l'a d'ailleurs répété à de nombreuses reprises. Donc cette réélection est un vrai plaisir d'être réélu avec l'ensemble de mes codiciers dès le premier tour. Et
avec un score significatif, le plus mal élu à 62%, donc quand on a 2 listes contre soi, c'est qu'on a fait quand même un bon travail. Donc aujourd'hui, le premier message que je pourrais donner en tant que maire et élu, c'est de m'adresser à tous les élus locaux, à tous les responsables qui viennent dire en catimini, en tirant par la manche, « Ah, je suis bien d'accord avec vous, mais j'ose pas le dire, j'ose pas l'annoncer. » Eh bien, ce sera de reprendre la parole de Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Aujourd'hui, on peut tout à fait être membre du Front National, être membre du Rassemblement Bleu Marine et être reconnu pour ses qualités de travail sur le terrain et donc d'être élu. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est que ces élections, aussi bien au niveau des municipales qu'au niveau des autres élections, c'est la capacité qu'a le Rassemblement Bleu Marine aujourd'hui à former des majorités. Très souvent, on nous a opposé le principe du vote utile en disant c'est bien gentil, vous faites des premiers tours en rouspétant, mais au deuxième tour, vous n'existez pas, vous vous effondrez et vous n'êtes pas capable de rassembler des majorités. Eh bien, on a démontré non seulement aux élections municipales, mais avant au cantonal. D'ailleurs, qu'on les ait gagnés ou qu'on les ait perdus, c'est pas grave. Qu'on ait fait que 48 comme en Seine-et-Marne, qu'on ait fait 52 comme à Brignoles, l'important c'est qu'on a fait la démonstration qu'autour du Front National, on pouvait rassembler une majorité de Français, on pouvait gagner des élections. Donc aujourd'hui, ce principe du « vous n'êtes pas un vote utile », c'est un principe qui s'est effondré. Et puis le troisième message dont je pourrais être le témoin aujourd'hui, c'est de par ma filiation familiale. Mon père était député gaulliste, RPR, puis UMP. Ma sœur, Roselyne Bachelot, a été ministre de la Santé, ministre de l'Écologie dans un certain nombre de gouvernements. J'ai moi-même été leur attaché parlementaire au cours de leur vie parlementaire pendant 10 ans. Et donc aujourd'hui, j'ai entendu, quand j'ai annoncé ma candidature au nom du Rassemblement Bleu Marine, des gens me dire « Ah ben non, mais pas toi, de par ta filiation, tu ne peux pas. Je ne peux pas. Quoi? Ah ben non, parce que aujourd'hui, avec les élections européennes, nous avons la démonstration du pourquoi. L'Europe qui est bâtie, et Bernard va le développer bien mieux tout à l'heure, l'Europe qui est bâtie n'a rien à voir avec l'Europe du général de Gaulle, avec l'Europe des nations. Nous sommes en train d'abandonner successivement tous les éléments de notre souveraineté. Nous avons abandonné notre monnaie, nous avons abandonné notre contrôle budgétaire, nous avons abandonné nos banques, le flux des marchandises, le flux des populations. Et donc on est bien arrivé à ces États-Unis d'Europe que professaient les centristes il y a maintenant 30 ou 40 ans en arrière et qui faisaient hurler le général de Gaulle en disant ils sautent sur des chaises comme des cabris en criant l'Europe, l'Europe. Eh bien cette Europe de l'abandon de la souveraineté, on la connaît. Donc aujourd'hui, sur la construction européenne, ce qui nous occupe aujourd'hui dans cette campagne, on est tout à fait à l'aise en étant gaulliste, gaullien. Et puis je dois dire que, me concernant, la raison de mon divorce fondamental, ça a été le déni de démocratie qu'a représenté la signature du traité de Lisbonne. Il faut reconnaître, puisque je suis de cette filiation gaulliste, je me souviens très bien du départ du général de Gaulle, ayant un sacro-saint respect de la souveraineté et disant en 69, suite au référendum sur la régionalisation qui avait été refusé par les Français, eh bien dans ces conditions, je ne dispose plus de la légitimité me permettant de gouverner, et il a tiré sa révérence, il s'est retiré du pouvoir. Il avait estimé que le vote des Français était quelque chose d'intouchable, d'inviolable. On a connu avec le refus des Français du traité constitutionnel et ensuite le tour de passe-passe qui s'est passé. Vous connaissez tous en supermarché ce qu'on appelle la remballe. Vous savez, on prend un morceau de viande qui ne se présente pas très bien, etc. On la rafraîchit, on change l'emballage, on met un film plastique par-dessus, on change l'étiquette et on dit, ben voilà, c'est un produit frais. Et ben on nous a fait le coup avec le traité de Lisbonne. On nous a imposé par la voie parlementaire quelque chose qui avait été refusé. Aux solutions, parce qu'on a un petit peu passé par là. Oui, oui, non mais... c'est bien, mais au niveau de l'Union européenne, c'est ça la question? D'accord. Alors, nos solutions, si vous voulez, c'est à l'Union européenne et éviter le maximum la casse qu'ils sont en train de préparer pour l'avenir de la nation française. Si on peut encore parler de nation française, puisque nous n'avons plus nos frontières, nous n'avons plus notre monnaie, nous n'avons plus la maîtrise de notre budget au niveau national. Et pire, très récemment, nous avons perdu le contrôle de nos banques
Ce n'est plus l'État français qui aura droit de citer si une banque fait faillite en France, ce sera la Banque Centrale Européenne. Donc nous n'avons plus les attributs d'une nation et nous sommes entièrement soumis donc, à l'Union Européenne et à sa vision mondialiste et ultralibérale. Donc on va faire une opposition à ce modèle économique et social ultralibéral, ouvert à tous les vents de la mondialisation. Nous, notre objectif, c'est de rétablir l'État stratège, c'est de protéger les Français de tous les risques qui menacent au niveau mondial l'existence même de la France, c'est de rétablir notre monnaie nationale pour pouvoir ensuite soutenir l'économie réelle et les emplois, parce que c'est ça l'enjeu de tout. Hein. Vous dites rétablir la monnaie nationale, c'est le franc. Rétablir le nouveau franc français, mais en conservant l'euro monnaie commune. Hein, c'est notre position. Comme c'était le cas d'ailleurs entre 1999 et 2001, nous avions l'écu. C'était en quelque sorte l'euro monnaie commune qui nous permettait de commercer de pays à pays, hein, mais en ayant notre politique monétaire et notre politique de change nationale, comme d'ailleurs toutes les grandes puissances économiques mondiales, que ce soit les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Japon, la Chine, toutes les grandes nations ont leur monnaie, leur banque centrale, leurs frontières, et en fonction de ça, font de la dévaluation compétitive pour rendre leur économie beaucoup plus concurrentielle dans la compétition mondiale. Donc nous aujourd'hui, l'Union Européenne, la Banque Centrale Européenne, nous interdit d'avoir la maîtrise de notre monnaie, de notre politique monétaire. C'est ce qui fait qu'on n'est plus du tout compétitif, et que comme ils refusent une solution de dévaluation externe, eh bien, il faut une dévaluation interne qui correspond à la baisse des salaires, qui correspond à l'augmentation du chômage, à la précarisation du monde du travail. C'est ça, en fait, que veulent l'UMP et le PS. L'austérité, d'où la mise en place, la nomination de Valls, qui, pour moi, constitue un gouvernement de cohabitation avec Hollande, hein, parce que M. Valls pourrait très bien faire partie du personnel de l'UMP, ça ne choquerait personne, parce que c'est le cas, et il est chargé de mettre en place l'austérité, par le biais du pacte de responsabilité que je qualifie, moi, de tenue de camouflage de l'austérité. Hein. On l'emballe, 50 milliards d'économies, vous allez voir l'état du pays quand ce sera mis en place dans moins de 1 an, 1 an et demi, 2 ans, vous allez voir l'état social du pays, et on comprendra. Et vous n'aurez pas plus d'emploi et de chômage, parce que ce sont des promesses faites par le MEDEF et par le grand patronat qui font des promesses, bien entendu, comme c'était le cas du temps de M. Gattaz, il y a 25 ans. Ils nous refont toujours les éternels coups. Concrètement, la plan lutter contre le chômage. Eh bien, c'est récupérer notre politique monétaire, notre politique de change, d'évaluer notre future monnaie nationale qui sera le nouveau franc français, avec 1 euro égale 1 franc français, hein, et non pas revenir à l'ancien franc, etc., pour justement éviter l'effet qui se coule, on va dire, de l'inflation comme à l'aller entre le franc et l'euro. Hein. Donc, ne pas déstabiliser psychologiquement les citoyens avec une nouvelle parité de monnaie. Non, ce serait 1 euro égale 1 franc. 1500 euros de salaire, ça fait 1500 francs de salaire. La baguette à 1 euro passera à 1 franc. Voilà, tout simplement. Ça ne déstabilise pas psychologiquement les gens, mais ça a tous les effets bénéfiques derrière de soutenir l'emploi, de réindustrialiser le pays, de commencer le désendettement du pays, puisque je vous signale que depuis 40 ans, l'UMP comme le PS comme le Modem n'ont jamais remboursé 1 seul euro de dette. D'ailleurs, c'est ce qui explique l'envolée de la dette, parce que nous avons passé en 2014 à 2000 milliards d'euros de dette, malgré tous les efforts d'austérité qui vont être faits, les sacrifices qui vont être faits par les Français. Je vous garantis, en tant qu'économiste, la dette va continuer à exploser. Hein. Donc c'est totalement inutile, ce pacte de responsabilité. Et alors, bien entendu, ensuite, protéger nos frontières, les contrôler. Il n'est pas question de faire une ligne Maginot, comme on entend partout, se refermer sur soi-même. En plus de ça, c'est même la preuve. Donc, à partir de là, en se réappropriant les leviers nationaux, la monnaie, le budget, nos frontières et également nos banques, parce que là aussi on est très inquiet sur la solidité du système bancaire français, eh bien nous pensons effectivement réindustrialiser la France, relancer un cercle vertueux de retour à l'emploi, parce que c'est possible, nous considérons que c'est possible. Avec ces conditions-là, nous pensons, enfin moi personnellement je considère que dans 6 ans, il peut y avoir un retour au plein emploi si notre modèle économique patriote était appliqué. Patriote, c'est bien quoi. Patriotisme économique, avoir tous les éléments, tous les leviers de contrôle et les moyens souverains d'être constitué une nation, c'est-à-dire notre monnaie, notre budget, le contrôle de nos banques, le contrôle de nos frontières,
Lorsque les produits importés sont favorables aux intérêts de la France, on les laisse passer. S'ils sont dans un intérêt négatif pour les Français, à ce moment-là, on met des barrières tarifaires ou on limite par des quotas, des contingents, comme c'était avant l'Union européenne. Et pour cette région, là, cette vaste région, centre Auvergne-Limousin, L'euro-région, hein. qui sont quand même bien différentes au niveau de la géographie, au niveau des activités économiques, Ouais. quel pourrait être le trait d'union selon vous? Le trait d'union, pour moi, c'est l'agriculture. L'agriculture, l'élevage, la viticulture, les territoires ruraux. Moi, je vous dis, c'est ça qui m'a permis de m'engager, m'a convaincu de m'engager dans cette région, parce que pour moi, l'économie première, c'est l'agriculture, c'est la viticulture, c'est l'élevage. Et il faut sauver, parce que si ce pan de l'économie s'écroule, comme c'est prévu avec le traité transatlantique, eh bien c'est tout l'édifice qui va s'écrouler. Le jour où nous n'aurons plus d'éleveurs et d'agriculteurs présents et solides, comment allons-nous subvenir à nos propres besoins, ne serait-ce qu'alimentaires, hein. Donc ce sera des importations de céréales, ce sera des importations de produits venus des États-Unis. On sera dépendant, encore esclave. On sera à nouveau effectivement dépendant et esclave aussi de la dette, puisque ça c'est mon grand dada, c'est que nous sommes en train de passer en esclavage pour dette, comme l'est l'Italie aujourd'hui, puisqu'elle est passée sous tutelle de l'Union européenne. Et on leur désigne des chefs d'État qui sont désignés par l'Union européenne, comme M. Monti par exemple il y a 3 ans. C'est un homme de Goldman Sachs qui a été nommé par Bruxelles, par la Commission de Bruxelles. Donc vous voyez, ça, tout se tient en fait. Hein. Notre objectif, c'est de rétablir la cohésion sociale en France. Mais je ne vois pas le rapport Le lien entre dans les 3 l'Europe, régions, ça avec ces 28 pays, c'est ça, et puis la cohésion sociale en France, le microcosme. Et vous faites quel rapport? Mais le rapport, c'est éviter les risques de menaces qui nous sont appliqués en termes d'immigration massive. Et oui, c'est une variable On a d'ajustement. besoin de l'immigration dans ce pays, on le sait. Monsieur, comme nous avons 6 millions de chômeurs et de gens inactifs en France qui vivent du RSA, qui vivent des allocations chômage, expliquez-moi pourquoi nous avons besoin de faire venir des travailleurs étrangers? Ben, ça fait baisser à la baisse, ça fait baisser, je veux dire, les salaires, ça fait baisser les salaires des Français. Et les Français, vous voyez, par exemple chez Dagor, là, vous y allez à Poussac, voilà, vous allez tous les jours, ma compagne fait grève depuis une semaine là, pour demander une augmentation de salaire avec ses camarades, parce qu'on baisse les salaires, on enrichit les gros et puis on appauvrit les petits. Tout simplement. Ah si, la gare, c'est pas à cause des travailleurs immigrés. Non, mais non, bien sûr que non. Bien sûr que non, ça. Mais quand on a 6 la millions de baisse des chômeurs, salaires, c'est dans leur logique. on ne va pas vous expliquer qu'économiquement, on a besoin de gens extérieurs pour venir faire les métiers en France. Donnons d'abord prioritairement du travail aux Français qui en ont besoin et qui veulent travailler. Il y a des directives. Qui veulent aussi travailler avec un juste salaire. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez le niveau dérisoire des salaires, c'est vrai que ça ne pousse pas énormément à se remettre au travail. Bon. Donc c'est le retour à la dignité du travail. Donc donnons du travail d'abord à ces 5 ou 6 millions de chômeurs, quasi-chômeurs, et après, éventuellement, si on a encore d'autres besoins, ouvrons effectivement à des flux extérieurs pour venir. Mais quand on regarde réellement les études sur l'immigration, 90-95% des personnes qui viennent ne viennent pas pour travailler. Donc c'est en fait un affichage pour faire une pression à la baisse sur les salaires, et c'est ça que nous condamnons. Parce que l'objectif final, c'est de faire une déflation sur les salaires. Comme ils ne veulent pas faire une déflation extérieure avec la monnaie, parce qu'ils vont tout sacrifier à l'euro monnaie unique, et donc ils font une baisse, une déflation des salaires en France. Sur le modèle, d'ailleurs, on n'arrête pas de nous donner le modèle allemand, regardez. Et vous croyez que les Allemands sont heureux au niveau social? Vous savez combien gagne une caissière de supermarché en Allemagne? 450 €. Voilà, c'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent en France. Et élargir comme modèle économique et social partout, dans toute la zone euro. Et donc finalement. Enfin, allemand ou pas d'ailleurs, je sais pas. Mais enfin voilà le modèle économique qu'ils veulent nous imposer. Dans cette grande région, Euro-région. Euro-région, Monsieur Môme, il sera candidat sur votre liste? Ah, on y réfléchit. Ah, d'accord. On y réfléchit. Je suis candidat à la candidature, après on est nombreux pour... Voilà, il y a beaucoup de monde. En tout cas, ce qui est certain, c'est que... Pardon. Euro-région, c'est 30, 27, c'est quoi? 10. 8 régions. 7 régions métropolitaines. Il y a 10 candidats. 10 candidats. Ah oui, le nombre de 10, il y a 5 sièges et c'est le dôme, donc il y aura 10 colistiers.
Et pour 9 colistiers et moi, bien sûr. Voilà. ça, c'est uniforme. Non, ça c'est pour la région. Oui, mais c'est uniforme pour tous les partis, ça. Ah ben Oui, oui, bien sûr. Ah, Si vous avez 5 sièges, et donc il faut doubler le nombre de candidats, et donc ça fait 10 Les colistiers. places sont chères. Oui, les places sont chères. Mais à la porte. Alors notre objectif électoral pendant cette campagne, ça va être au niveau national et même régional, d'être le premier parti représenté en France devant l'UMP, devant le PS. D'après les sondages, on est en train de se tirer la bourre un petit peu entre l'UMP et le PS, mais on est en début de campagne, donc on verra en fin de période. Le PS semble être derrière nous, en tout cas d'après les derniers sondages. Voilà, on serait situé aux alentours de 23-24% d'estimation dans les premiers sondages annoncés. Donc notre objectif, c'est d'être le premier parti aux élections européennes. A priori, nous avons toutes les chances de pouvoir l'être, puisque ça nous est très favorable, puisque le scrutin proportionnel est appliqué au niveau des européennes, donc c'est l'expression d'une vraie démocratie, contrairement en France, qui est une fausse démocratie, puisque les scrutins ont été... On n'est pas tombé dans l'Europe. Non, il y a des bonnes choses, bien entendu. Là, c'est bon. L'apparence est séduisante, mais quand on regarde l'intérieur, et c'est quand on est justement au Parlement européen. Ah, mais avant, c'est le proportionnel national. Bien sûr. Ils ont déjà découvert. Parmi les 10 candidats, il y en aura forcément de la région Auvergne, et forcément au moins de la région Limousin. Oui, absolument. Ouais. Oui, on va essayer d'équilibrer la liste, effectivement, donc centre, Auvergne, Limousin. Bon, mais effectivement, les places sont chères, et l'arbitre final est Marine Le Pen dans le choix définitif. Voilà, donc d'ici une dizaine de jours, je pense qu'on sera fixé, on communiquera à ce moment-là la liste des... Mais on va beaucoup s'appuyer sur l'appareil du Front National en local, parce que moi c'est une campagne très terrain que je veux faire. Hein. On a déjà consulté beaucoup de gens au niveau régional, c'est ce qui fait que je vais m'appuyer sur les sujets de campagne, notamment sur les besoins, les attentes des citoyens, notamment sur l'agriculture. Quelque chose qui m'a frappé, c'est la capacité des citoyens dans les zones rurales à ne pas avoir accès aussi simplement dans les villes à la connexion Internet. J'étais stupéfait. Donc on en est à l'époque des années 90 avec le bas débit. En quoi c'est plutôt le Moyen-Âge. Moi j'ai découvert ce problème-là et du coup je l'ai mis dans les sujets de campagne. Et vous vous souvenez de quelle région centre? C'est portable. Moi je vis à Paris, à Rueil-Malmaison exactement, mais j'ai été visité dans la région Massif Central Centre. Mais vous savez, on est député, on est français élu au Parlement européen, donc quelle que soit la région, Oui, c'est une campagne nationale. Hein, quelle que soit la région, il peut être... Est-ce que c'est pas un peu paradoxal sur vos affiches en fait? Vous faites une campagne pour les Européennes et c'est écrit non à Bruxelles. Absolument, mais parce que nous sommes contre cette Europe-là et nous voulons une autre Europe, l'Europe des nations, l'Europe des patries qui coopèrent entre elles, comme l'a expliqué Jean-Yves Marquin tout à l'heure, l'Europe à la mode de Gaulle en fait. Hein, c'est une Europe des nations, une Europe des patries qui coopèrent entre elles. Comme c'était le cas dans les années 60-70. Les grands projets industriels comme Aérospatial, Airbus et voire même le Concorde, quand vous y regardez bien, c'était des coopérations bilatérales. Pour le Concorde, c'était entre la Grande-Bretagne et la France. L'Union européenne n'existait pas. Il n'y avait pas d'euro. Il y avait une vie avant l'Union européenne et l'euro. C'est ça qui fait. Il y a l'Union européenne après. le Parlement, il est à Strasbourg, il est pas à Bruxelles, hein, le Parlement européen. En plus. On n'a pas dit non à Strasbourg. En plus. Exactement. C'est la commission. Voilà ce que nous avons l'intention de C'est les faire. technocrates en fait, Bruxelles, hein, c'est les technocrates. Ce sont des technocrates non élus Voilà. qui prennent le pas sur l'avenir des Français. Voilà, c'est ça qu'on va combattre de toutes nos forces.